Les ETF, on le vend en tout. Avec des milliers d'options, des centaines d'indices et des dizaines de sociétés de gestion, choisir le bon ETF peut sembler un casse-tête. Comme moi, vous avez peut-être galéré au début. Alors, quels sont les critères essentiels à regarder? Je vous partage ma liste de critères personnels pour vous inspirer à créer la vôtre. Investir, ça s'apprend. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler ETF. Il y a quelques semaines, sous une de mes précédentes vidéos, on m'avait demandé un petit peu de publier une vidéo sur quels sont les meilleurs ETF selon moi, quels sont également les meilleurs brokers en fonction de si on est plutôt sur un PEA, sur un compte titre ou même sur une assurance vie. Donc ça, c'est du contenu qui est assez classique pour les youtubeurs en finance. C'est des contenus qui sortent assez régulièrement. Et du coup, je vais essayer de faire les choses un petit peu différemment de tout ce que j'ai déjà vu, même si je me doute que je dois absolument pas être le seul à procéder de cette manière. Plutôt que de vous donner une liste des meilleurs ETF, puisque c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui, je vais plutôt vous apprendre à aller chercher les critères qui sont importants pour vous, à regarder ce qui est important pour vous, ce qui est important à regarder comme critères sur un ETF. Et comme ça, au moins, en fonction de vos objectifs, de votre profil de risque, de tout ce qui s'ensuit, vous pourrez choisir, vous, quels sont les ETF qui sont les plus importants, qui sont les meilleurs pour votre profil de risque, pour votre profil d'investisseur à vous. Parce qu'en fait, si moi je vous fournis une liste des meilleurs ETF, ce sera une liste des meilleurs ETF selon moi. Et c'est pas parce que c'est les meilleurs selon moi qu'il y a une stratégie et des objectifs bien définis que ce sera forcément les meilleurs pour vous qui avez peut-être une stratégie différente et un profil de risque différent. Donc je préfère vous apprendre à pêcher, vous apprendre à aller chercher les informations par vous-même plutôt que de vous donner du poisson directement. Et voilà, donc on va se retrouver aujourd'hui sur un site qui s'appelle JustETF, que vous connaissez peut-être déjà. On va regarder du coup tout ce qu'on peut trouver sur ce site, quels sont les critères qui sont selon moi importants à regarder. Et comme je vous ai déjà dit, voilà, après, derrière, vous serez libre de retirer certains critères si vous les trouvez pas importants, d'en rajouter d'autres si par rapport à votre profil de risque ou votre profil d'investisseur, vous les trouvez pertinents. Et au moins, vous pourrez définir quels sont pour vous les meilleurs ETF. Allez, je vous tease pas plus longtemps et on va aller directement sur le site. Donc, JustETF, on va avoir le petit site orange, c'est le premier qui arrive ici. Et donc, sur le site, on va aller sur sélecteur d'ETF et trouver des ETF. Voilà, donc là, on se retrouve sur le site JustETF. Donc, vous avez ici, à gauche, toutes plein de catégories sur lesquelles vous pouvez filtrer. Donc, on voit ici déjà, dans la première partie haute, sur la partie bleue ici, on peut filtrer par classe d'actifs. Donc, on a les actions, les obligations, les métaux précieux, les matières premières, les crypto-monnaies, l'immobilier et même le marché monétaire. Donc, si par exemple, je vais sur actions, ce qui est généralement quand même le plus recherché quand on part sur les ETF, on voit qu'on a ensuite des sous-sections sur lesquelles on peut trier. Donc, on peut trier par région. Donc, par exemple, Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe, Europe de l'Est, marché émergent et même le monde. On a également des filtres par pays, voilà, par secteur. Donc, vous voyez, vous avez agroalimentaire, assurance, automobile, etc. Les stratégies d'action. Donc, la stratégie croissance, la stratégie dividende, la stratégie dynamique, faible volatilité pondérée en fonction des risques. Voilà, vous avez toutes sortes de filtres là-dessus, de stratégies, et également par thème. Donc, l'aéronautique, l'alimentation de l'avenir, les articles de luxe, les biotech, etc. Alors, tant qu'on est là-dessus, pour moi, les ETF thématiques, déjà, c'est à exclure. Pour moi, prendre des ETF thématiques, ça se rapproche vraiment beaucoup trop de faire du stock picking. Et vous ne savez jamais quel secteur va performer ou surperformer demain. Vous ne pouvez jamais le savoir avec certitude. Et le marché a toujours raison. Et pour moi, c'est mieux de s'exposer au marché dans sa globalité. Si vous le faites, vous serez de toute façon exposé à tous les secteurs de l'économie. Puisque si vous prenez un MSCI World ou un S&P 500 ou un Stock 600, je peux vous garantir que vous avez tous les secteurs de l'économie qui sont représentés dans ces indices. Et si jamais il y a un secteur qui surperforme un autre, vous y serez exposé de toute façon. Alors moins effectivement que si vous aviez un ETF sectoriel,
Mais si demain vous vous dites, bah voilà, pour moi c'est l'avenir, c'est le luxe, je veux un ETF luxe, et les consommateurs chinois arrêtent de consommer, Trump nous refait une folie avec les droits de douane ou tout ce que vous voulez, vous allez prendre une méchante déculottée, et c'est pas dit que ça ne dure pas pendant quelques temps. Donc pour moi, en tout cas, les ETF thématiques, c'est déjà quelque chose qui est à exclure, ça se rapproche beaucoup trop selon moi de la gestion active. Donc ensuite, si on descend un petit peu plus bas, on voit qu'on peut même choisir par indice, donc l'indice qui est répliqué, donc on voit qu'il y a 1136 indices qui sont réplicables ou sur lesquels il y a des ETF qui répliquent cet indice, donc on ira voir tout à l'heure avec un exemple concret en fonction de ce qu'on cherche. On a également des catégories offres spéciales d'ETF. Donc vous avez certains brokers qui sont mentionnés, qui ont des promotions sur certains ETF. Bon, bah voilà. Les ETF éligibles au plan d'épargne, donc ça c'est pareil, hein, c'est pour certains brokers, donc Scalable Capital et Trade Republic, où vous pouvez mettre donc des plans d'épargne programmés sans frais. Donc voilà, vous avez la liste des ETF qui sont éligibles à ces plans d'épargne. Vous avez des ETF développement durable. Donc vous pouvez filtrer si vous êtes vraiment intéressé par ça, par tout ce qui est ESG, ISR, même si pour moi il y a quand même pas mal de bullshit là-dedans. Bah, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont très appétentes à ça, donc vous pouvez filtrer uniquement sur des ETF durables. Là, on commence à avoir un filtre qui est pour moi relativement intéressant et relativement important à regarder, c'est l'ancienneté. Donc vous avez plus d'1 an, plus de 3 ans et plus de 5 ans. Donc là, tout doit dépendre de votre niveau, depuis combien de temps vous investissez, de votre conviction et de vos connaissances sur les marchés. Mais pour moi, en tout cas, si vous débutez ou si vous n'avez pas trop de connaissances ou si vous n'êtes pas trop à l'aise et que vous voulez quand même quelque chose qui est quand même plutôt sûr, il y aura un premier filtre à appliquer à ce niveau-là, ce sera le plus de 5 ans. Parce qu'au moins, vous avez des fonds qui ont déjà une certaine ancienneté et vous allez pouvoir consulter, on le verra tout à l'heure ensemble, si sur ces 5 ans, il a eu vraiment une bonne réplication de son indice ou s'il y a une tracking error qui est assez forte. Donc c'est vraiment, si vous voulez quelque chose quand même qui est sûr, bah, si vous savez qu'il existe déjà depuis plus de 5 ans, c'est que normalement il y a quand même des gens qui l'utilisent et vous allez avoir une certaine antériorité des données que vous allez pouvoir analyser, ce qui pourra vous rassurer. Ensuite, vous avez, si vous voulez vous exposer au PEA, bah, vous avez une catégorie éligible au PEA. Si vous cliquez sur cette catégorie-là, bah, vous aurez tous les ETF qui existent qui sont éligibles au PEA. Ce qui peut être relativement intéressant, hein, puisque le PEA, c'est pour moi, pour les investisseurs français, la meilleure enveloppe pour investir en bourse, en tout cas pour débuter, tant que vous n'avez pas atteint le plafond. Pour moi, vous n'avez vraiment aucun intérêt à partir sur un compte titre tant que vous n'avez pas déjà rempli au moins votre PEA, même si les ETF assujettis au PEA ont des frais de gestion qui sont un peu plus élevés que les autres qui sont éligibles au compte titre. Je pense qu'au global, quand on prend en compte la fiscalité, ce sera quand même intéressant. Ensuite, vous pouvez filtrer en termes de distribution de l'ETF. Donc vous avez des ETF qui sont ce qu'on appelle capitalisants. Ça veut dire qu'en fait, ils ne vont pas vous reverser les dividendes. Les dividendes seront automatiquement réinvestis dans la performance du fonds. Et vous en avez au contraire qui sont distribuants, qui vont donc vous distribuer les dividendes. Aujourd'hui, à moins que vous ayez besoin de ces dividendes pour les racheter, pour vivre, etc., pour moi, vous n'avez aucun intérêt à partir sur un ETF qui soit distribuant. Encore plus si vous êtes sur un compte titre, par exemple, puisque là, vous allez avoir la fiscalité qui va s'appliquer d'office, hein, la fameuse flat tax, les 30%. Si vous voulez savoir d'ailleurs comment c'est calculé la fiscalité sur les revenus de capitaux immobiliers, vous avez ma vidéo juste à droite que j'ai faite sur les impôts pour vous expliquer comment fonctionne le calcul de l'impôt en France. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est une vidéo qui est en 2 parties. Mais je vous affiche à l'écran déjà la première partie et ensuite vous pouvez aller voir dans les playlists replay, vous aurez la deuxième partie également qui sera donc sortie une semaine après que vous pourrez regarder et je vous explique du début à la fin en fait de vos salaires à vos revenus fonciers en passant par vos revenus de capitaux immobiliers ou vos plus-values de cession mobilière, comment sont calculés vos impôts en France. Allez, on ferme la parenthèse. Voilà, donc encore une fois, si vraiment vous n'avez pas besoin des dividendes pour vivre ou quoi que ce soit, partez sur un ETF capitalisant. Ça vous évitera en fait d'avoir à repasser des ordres et à payer des frais de passage d'ordre pour réinvestir le capital. En capitalisant, ce sera fait d'office. On a un autre critère là qui selon moi est important, c'est la taille du fonds. Donc plus de 100 millions ou plus de 500 millions. Encore une fois, si vous cherchez quelque chose qui est fiable, qui est robuste, qui a fait ses preuves, si vous mettez plus de 5 ans et plus de 500 millions,
là vous êtes sûr quand même d'avoir parmi les plus gros fonds qui existent et parmi les plus anciens. Donc vous aurez l'ancienneté sur lequel vous pourrez regarder la tracking error, les choses comme ça. Et le fait d'avoir une grosse taille de fonds, ça veut dire que des investisseurs utilisent ce fonds et que donc potentiellement, normalement, c'est qu'il est fiable. Si c'était un fonds qui était réellement mauvais, normalement, il n'aurait pas plus de 500 millions d'encours sous gestion. Surtout aujourd'hui, avec le vaste choix d'ETF qui existe, je peux vous dire que en 2 clics, on peut vendre un ETF pour en acheter un autre qui est moins cher ou mieux ou ce que vous voulez. Les investisseurs ne se privent pas pour le faire. Donc, ça vous donne quand même une certaine sécurité. D'avoir une ancienneté plus une taille de fonds, vous êtes normalement sur des fonds qui seront globalement performants. Vous avez ensuite la méthode de réplication. Donc, méthode de réplication complète, ça veut dire qu'en fait, on va prendre l'exemple du CAC 40 parce que ce sera le plus simple. Donc, le CAC 40, c'est le principal indice boursier français. Vous avez donc les 40 plus grosses capitalisations boursières de France qui composent cet indice. Si vous prenez un ETF CAC 40 à réplication complète, ça veut dire qu'en fait, cet ETF aura les 40 titres qui composent le portefeuille CAC 40 avec la répartition capi pondérée, c'est-à-dire par exemple, aujourd'hui, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Schneider qui est la première ligne du CAC 40. Et Schneider aura un plus gros pourcentage que le deuxième, qui doit certainement être Total Energy, qui aura lui-même une plus grosse part dans l'indice que le troisième, qui doit être certainement LVMH. Voilà. Et donc, ce sera toujours en fonction de la taille. En fait, la taille dans l'ETF sera la même que la taille que l'entreprise représente dans l'indice lui-même. Vous avez donc un ETF qui a une réplication hybride. Donc bon, je pense que je vous le déconseille, mais en gros, c'est un mix entre le synthétique et la complète. Je vois pas quelle est la différence avec l'échantillonnage, je connaissais pas. J'ai regardé rapidement l'autre jour, mais j'ai pas trouvé d'informations plus fiables que ça. Je pense pas que ce soit très pertinent, sinon il y en aurait plus qu'un déjà, je pense. Vous avez ensuite l'échantillonnage. Alors l'échantillonnage, je pense que c'est principalement des ETF qui sont sur les obligations ou sur l'indice qu'on appelle ACWI, ACWI, All Country World Index, puisqu'en fait c'est des indices qui comportent, par exemple, l'indice All Country World Index, il compte plus de 7000 entreprises, je crois, de mémoire. Et donc, c'est quand même très compliqué pour les ETF d'avoir 7000 entreprises à gérer, surtout qu'il doit y en avoir qui doivent représenter 0,01% du fonds. Et donc, en fait, ils font ce qu'on appelle un échantillonnage et ils prennent les peut-être 200, 300, 400, 500 ou 1000 plus grosses lignes. Et les entreprises qui sont les plus petites dans l'indice, en fait, ne sont pas pris en compte, mais ça n'a pas d'impact, en fait, sur la performance. Généralement, l'ETF arrive quand même à bien suivre la performance de son indice. Et c'est également très courant sur les ETF qui sont obligataires, où là, c'est pareil, vous avez un très grand nombre de titres par indice, et donc l'échantillonnage permet de ne pas avoir tous les titres du portefeuille de l'indice dans le fond, ce qui serait beaucoup trop compliqué à gérer. Et vous avez ensuite donc la réplication synthétique. Donc ça, ce sont des ETF que vous retrouverez principalement pour éligibles au PEA. Si vous voulez mettre des ETF américains, donc Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, ou des ETF monde ou des ETF marché émergents dans votre PEA, ce sera forcément des ETF synthétiques. Donc je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne exactement la réplication synthétique. Et pour faire très simple, en fait, vous avez une société de gestion qui passe un contrat avec une autre société de gestion outre-Atlantique, par exemple, si on prend le marché américain. Et à la fin de chaque journée, ils vont s'échanger la performance. C'est-à-dire que dans l'ETF que vous allez acheter, par exemple S&P 500, en fait, vous allez acheter un ETF qui détient des titres européens. Mais à la fin de la journée, en fait, l'émetteur va échanger la performance qu'il a eue sur ces titres européens avec une société de gestion américaine qui, elle, est investie sur le S&P 500. Donc vous allez bien répliquer la performance du S&P 500 et la contrepartie fera ce qu'elle veut après avec la performance des actions Europe que vous détenez réellement dans votre ETF. J'essaierai de vous faire une vidéo où je vous expliquerai ça de manière plus détaillée, plus simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse et je vous la ferai pour vous expliquer exactement comment ça marche, simplement avec peut-être des graphiques pour que ce soit le plus clair possible. Vous avez ensuite la possibilité de filtrer par émetteur d'ETF. Donc par exemple, vous pouvez vous dire, moi, Amundi, je trouve que c'est super bien parce que c'est le premier gestionnaire d'actifs européen. Je veux pas spécialement m'exposer à des émetteurs qui sont américains, donc je veux que des ETF qui sont émis par Amundi, par exemple. Et vous cochez Amundi et vous aurez uniquement les ETF qui seront proposés par Amundi. Je fais décocher. Vous avez également par famille d'indices.
Donc vous voyez le DAX, le Dow Jones, le FTSE 600 britannique, JP Morgan, vous avez les indices de MSCI, vous avez le Nasdaq, les indices de S&P, les indices de stocks. Voilà, vous avez tous les émetteurs d'indices en fait qui existent. Le domicile du fonds, donc vous pouvez filtrer où est logé le fonds. Donc vous pouvez avoir des fonds allemands qui sont domiciliés en Allemagne, en France, en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas. On voit quand même que c'est principalement Irlande et Luxembourg à chaque fois. Vous pouvez filtrer également des ETF qui sont couverts en change. Donc quand vous voyez dans le titre de l'ETF le mot hedge, H-E-D-G-E, ça veut dire couvert. Donc en fait, ce sont des ETF qui vont se couvrir contre la variation des monnaies fiat. Si aujourd'hui vous achetez sur un compte titre français un ETF sur le S&P 500, en fait vous allez acheter votre ETF en euros et vous allez être exposé au dollar. Et par exemple, c'est ce qui explique que depuis le début de l'année, le S&P 500 a perdu quelque chose comme 9 ou 10%, je crois. Et pour les personnes qui sont exposées sur des ETF S&P 500 en euros, leur perte est plutôt de 13 ou 14%, puisqu'en fait, le dollar a tellement baissé qu'en fait, c'est la double peine pour les investisseurs en euros, puisqu'ils ont subi et la baisse de l'indice et la volatilité du dollar. Bah ça, si vous prenez un ETF qui est couvert en change, ça peut vous permettre de limiter cette volatilité des devises. Par contre, vous aurez en échange des frais de gestion de l'ETF, bien évidemment, qui seront un petit peu plus chers, parce qu'en fait, la couverture en change, c'est rien de plus, rien de moins qu'une assurance, plus ou moins, qui est prise par l'émetteur. Donc, tout ça, vous le payez, bien évidemment. Donc, vous pouvez ensuite filtré par catégorie, puisqu'en fait, vous avez donc des ETC, des ETF, des ETN. Donc la différence, les ETF, c'est principalement sur les produits qui sont cotés en bourse, donc les actions, les obligations. Les ETC et les ETN, ça va être plus sur les matières premières, sur l'or, les métaux précieux, les choses comme ça. Donc en fonction de ce que vous cherchez, généralement, vous allez tout de suite plutôt filtrer par classe d'actifs plutôt que par catégorie d'ETF ou d'ETN. Voilà. Vous pouvez également filtrer par place boursière. Donc, si vous voulez des ETF qui soient cotés sur la bourse Getex, Xetra, sur la bourse de Londres ou sur Euronext. Donc, on voit que il y a principalement des ETF qui sont cotés sur Getex, Xetra et la bourse de Londres. Et puis, vous en avez quelques-uns qui sont cotés sur Euronext à Paris. Et enfin, vous pouvez aller choisir des univers d'ETF, donc des ETF longues. Donc les ETF longues, c'est des ETF classiques. En fait, longue, ça veut dire que vous pariez sur la hausse de l'actif. En réalité, quand vous achetez une action, un ETF ou des choses comme ça, vous avez toujours comme espoir que l'ETF monte, et donc vous êtes ce qu'on appelle longue. Vous avez ensuite les ETF actifs. Donc encore une fois, si vous ne savez pas comment ça fonctionne un ETF actif et si vous pensez que c'est une bonne idée, je vous invite à voir la vidéo qui s'affiche juste en haut à droite de votre écran. C'est une vidéo que j'ai faite où j'étudie donc une étude de Morningstar sur les ETF actifs et sur la performance des fonds actifs par rapport aux fonds passifs. Donc je vous invite vraiment à aller la voir si ces ETF actifs sont si intéressants que ça. Et enfin, vous avez donc les ETF short, donc c'est-à-dire que vous allez parier à la baisse d'un actif cette fois-ci et à effet de levier. Donc bien évidemment, ce sont des ETF que je vous déconseille de toucher. Parier à la baisse sur un actif comme la bourse qui monte depuis plus de 120 ans de manière chronique, pour moi c'est vraiment aberrant. Et de toute façon, ça reviendrait à aller shorter le marché sur du court terme, donc à faire du trading, et c'est pas du tout ce que je vous recommande. Et les effets de levier, à moins que vous ayez du très long terme devant vous et que vous preniez un ETF x2, bon, je vous déconseille de le faire vraiment, même en x2, puisqu'en fait, si vous prenez un levier x2, ça veut dire que par exemple, vous prenez un Nasdaq, parce que généralement c'est là-dessus que les principales personnes font du levier. Vous prenez un Nasdaq x2, si le Nasdaq fait plus 10% sur une année, vous allez faire plus 20%. Par contre, c'est aussi vrai à l'inverse. Si le Nasdaq fait moins 10%, vous allez faire aussi moins 20%. Donc, si vous êtes débutant, si vous n'êtes pas trop à l'aise et que vous ne savez pas trop comment choisir vos ETF ou quoi faire, je vous déconseille vraiment d'aller sur ce type d'actifs. Si jamais vous êtes un peu plus expérimenté, que ça fait plusieurs années que vous êtes là, que vous connaissez un peu les marchés, que vous connaissez également vous, allez sur des ETF à levier x2, pourquoi pas, mais vraiment, c'est quelque chose que je vous déconseille. Et si vous le faites, je vous conseille de le faire avec un tout petit montant et une toute petite partie de votre portefeuille pour
essayez peut-être d'aller chercher un petit peu de surperformance, mais voilà. Si vous pouvez éviter, je pense que ce n'est vraiment pas plus mal. Et donc du coup, parmi tous ces critères, donc je vous en ai déjà donné 2-3 qui selon moi sont importants, mais là je vais vous montrer un exemple très concret de ce que je vais moi regarder principalement sur l'ETF et comment le sélectionner. Donc déjà effectivement, je vous invite déjà à filtrer par classe d'actifs. Si par exemple vous voulez acheter des actions, bah, vous pouvez déjà aller sur les actions. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir que les actions. Ensuite, si vous voulez répliquer un indice bien précis, eh ben on va aller choisir l'indice. Donc on voit que sur les actions, il y en a encore 1136. Et donc on va dire qu'on va être très original et on va aller chercher à répliquer notre S&P 500 préféré américain. Donc voilà, dans la liste, vous descendez jusqu'à qu'on puisse le trouver. Donc là, vous voyez, on arrive dans la liste des S&P 500. Donc faites bien attention également parce que vous allez voir qu'il y en a plein de différents. Vous voyez, vous avez des S&P 500 capés, des S&P 500 thématiques sur l'énergie, sur la finance, sur la santé. Vous en avez des equity pondérés, c'est-à-dire que toutes les valeurs de l'indice représentent le même poids. Vous avez des faibles volatilités avec du gros dividende, minimum volatilité, Paris ESG. Voilà, vous avez vraiment plein de S&P 500 et nous, celui qu'on cherche, c'est vraiment le S&P 500 classique. Donc c'est celui-ci où il n'y a rien d'autre de marqué. Donc vous cliquez dessus et là donc vous avez tous les ETF S&P 500 qui existent. Si jamais vous êtes sur un de ces deux brokers et que vous voulez mettre un plan d'action programmé, des choses comme ça, bah, vous pouvez cocher ici, mais nous, ça, on va dire que c'est pas le cas, et on va dire qu'on ne veut pas non plus mettre de plan d'épargne, donc là, on n'en a pas besoin. Le développement durable, bah, de toute façon, ici, vous voyez qu'il n'y en a pas, mais c'est pas quelque chose qui me paraît important pour moi. L'ancienneté, comme je vous ai dit tout à l'heure, par contre, pour moi, c'est quelque chose d'important, donc là, on va mettre plus de 5 ans. Et donc, on voit qu'on a encore 19 fonds qui ont donc plus de 5 ans, qui sont donc relativement anciens, sur lesquels on va avoir pas mal de données. Éligible au PEA, on voit qu'on en a 4. On va dire que nous, on veut pas investir sur PEA. Aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de classique. On veut quelque chose qui est capitalisant. On veut pas de distribution de dividendes, donc on va aller choisir un capitalisant. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et donc, on voit qu'on en a plus que 10. Et on voit également que les 10, de toute façon, font plus de 500 millions. Donc, on va quand même filtrer par plus de 500 millions, même s'ils font tous déjà ça. Donc là, vous savez que vous avez des fonds qui ont des volumes importants, plus de 500 millions en cours. Ce qui vous permet de vous assurer qu'ils soient liquides, si jamais vous voulez rentrer ou sortir, qu'ils sont capitalisants, donc on sait qu'ils vont pas nous verser les dividendes et que donc on n'aura pas de fiscalité puisqu'ils vont être réinvestis automatiquement, et qui ont de l'ancienneté puisqu'ils ont plus de 5 ans, et on veut une réplication. On va dire qu'on s'en fiche de l'application parce que sinon il va vraiment pas nous en rester beaucoup. Mais si vous voulez vraiment être sûr, le plus sûr pour moi, ça reste quand même la réplication complète, même si la réplication synthétique est vraiment très bien aussi. Et donc après, parmi les promoteurs, les familles d'indices, tout ça, on s'en fiche. Et donc on va aller voir la liste maintenant des ETF qui sont sélectionnés. Donc ici, ils vont être classés par taille de fonds en millions d'euros. Donc le plus gros, c'est le iShares de chez BlackRock, qui est donc la plus grosse société de gestion au monde, et qui est donc accumulant. Le ACC, là, ça veut dire que c'est bien un fonds qui est capitalisant. Et donc là, qu'est-ce qui est important à regarder sur ce tableau ? Et ben déjà, ça va être donc l'encours du fonds, bien évidemment. Donc on voit que celui-ci est vraiment largement le plus gros, parce qu'il est quasiment 4 fois plus gros que le second de chez Invesco. Donc ça, c'est la première chose à regarder selon moi. Essayez de pas trop descendre sur des ETF qui sont quand même si ça reste quand même toujours des gros fonds, avoir le plus capitalisé, vous savez que ce sera quand même le plus liquide de tous. Et la deuxième chose à regarder, c'est les frais. Moins vous allez prendre de frais, plus votre performance normalement devrait être intéressante, même si honnêtement entre 0,07 et entre 0,05, il n'y a quand même pas énormément d'écart et ça va pas changer la face du monde. Si vous pensez que celui-ci est un peu mieux que le deuxième, entre l'un et l'autre, vous allez vous dire ah oui mais il y a 0,02% de frais d'écart, du coup je vais prendre celui-là. Honnêtement pour 0,02 ça peut jouer. Par contre vous voyez là vous êtes à 0,15. Quand vous avez des ETF qui proposent du 0,05, là pour le coup 0,5 pour moi c'est clairement trop cher. C'est clairement trop cher. Voilà, qu'est-ce que vous avez encore en dessous ? Ouais, vous voyez 0,15 c'est quasiment les plus chers, donc vous en avez plusieurs, hein, mais donc honnêtement moi le premier me paraît très bien parce qu'il a vraiment un gros encours et il a des frais qui sont quand même très très faibles, même si le deuxième a des frais qui sont un peu plus faibles. Encore une fois, ça va pas changer la face du monde. Donc là, vous allez pouvoir cliquer ici pour avoir un peu plus de détails sur ce fonds. Donc ici, vous avez le code ISIN, très important. Si jamais vous voulez absolument choisir ce fonds une fois que vous avez fini de faire vos recherches,
Bah, vous avez plus qu'à cliquer ici pour faire un copier-coller. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à aller coller ce code dans la barre de recherche de votre broker et vous êtes sûr que vous tomberez sur le bon fonds. Donc, ici, on a à nouveau les frais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a la méthode de réplication, on voit bien que c'est capitalisation. On a une réplication qui est physique, ça veut dire qu'on a une réplication qui est complète. Encore une fois, on a l'encours, donc la taille du fonds. La date de création, donc là, on voit qu'il a été créé en 2010, donc on va vraiment avoir du recul sur ce fonds-là. Et donc, on va, quand effectivement, vu qu'il a une réplication complète, on a bien 504 titres en portefeuille, ce qui correspond bien justement à l'indice S&P 500, puisque même s'il s'appelle S&P 500, il y a bel et bien 504 titres dans le S&P 500. Donc ensuite, ici, vous allez avoir donc le cours actuel. Donc, on voit que là, il a baissé dernièrement. On voit quand même que le prix de la part est relativement élevé, puisque c'est 543 € la part. Donc, si vous êtes un petit investisseur qui voulait mettre 100 €, par exemple, par mois sur cet ETF, et ben on voit finalement que cet ETF, il vous correspond pas réellement, puisque vous allez devoir mettre 5 mois avant de pouvoir acheter une part si vous mettez 100 € de côté tous les mois. Donc ici, vous avez un petit peu plus de détails. On va essayer d'en chercher un, du coup, qui a un prix de part qui est quand même un peu plus accessible, parce que celui-ci est un peu trop cher pour nous. Donc, bah, du coup, on va pas trop se prendre la tête, on va aller voir le deuxième directement, qui est 0,05. Donc ici, la date de création est très proche de celle de BlackRock, hein, on est toujours en 2010. Par contre, on voit qu'on a une réplication synthétique cette fois-ci, c'est pas une réplication physique. Donc attention, il faudra bien aller vérifier la tracking error. Donc pareil, hein, vous avez le code ISIN qui est juste là. Et ici, on a un prix de part qui est encore plus élevé. Donc c'est même pas la peine, on va aller en chercher un troisième. Donc on va aller voir celui-ci, hein, qui est de chez Vanguard. Donc ici, on a des frais qui sont de 0,07%, ce qui est vraiment ridicule. On a une méthode de distribution capitalisante. On a une réplication qui est physique. Donc ça, c'est bien. Et bon, il est un peu moins d'ancienneté celui-ci, puisqu'il a été créé en 2019 quand même. Donc on a quand même beaucoup moins de recul. Même si bon, on a quand même quasiment 6 ans. On a même 6 ans, là, ça y est, puisque c'était le 14 mai. Donc voilà, on a un cours de fond qui est ultra correct. Et là, il a bien 503 oppositions, il lui manque la 504e, hein, mais bon, c'est pas gênant. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant? Ah bah voilà, donc là on a un prix de part qui est à 97,45 €. Donc pour quelqu'un qui veut investir 100 € tous les mois, on va dire que c'est très bien. Donc là, on a une petite description de l'ETF, donc qui nous dit qu'il remplit l'index S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes actions américaines. On a des frais totaux qui s'élèvent à 0,07%. L'ETF reproduit la performance de l'indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l'indice, donc une réplication complète. Et les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF. Le Vanguard S&P 500 UCITS ETF est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 20 327 millions d'euros, donc 20 milliards, hein, et il a été lancé le 14 mai 2019 et il est domicilié en Irlande. Voilà, donc juste, je fais une petite aparté sur ce terme ici que vous voyez là, donc UCITS, ça c'est en fait la réglementation européenne. Ça veut dire quand vous avez ce terme que vous avez un ETF qui est conforme à la réglementation européenne, et de toute façon, en tant qu'investisseur européen, normalement vous aurez toujours que des ETF qui seront UCITS et qui respecteront cette législation. Donc qu'est-ce qu'on peut aller voir ensuite en dessous? Donc vous allez avoir les graphiques de performance sur le long terme, sur le court terme. C'est pas très intéressant. Vous pouvez aller le comparer avec d'autres ETF. Ici, vous avez des données un peu plus intéressantes. Donc, vous voyez, le risque de la stratégie, c'est bien, on est bien en longue. Il est pas en développement durable. La monnaie du fonds, c'est de l'USD. Donc là, vous êtes bien en dollars. Il n'est pas couvert contre le risque de change. On a une volatilité de 21,56% sur un an. Voilà, l'ETF, tout ça, etc. Les statuts juridiques. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant à aller voir et ce qui est important à aller voir quand vous êtes ici, c'est la fact sheet. Et donc, on va aller télécharger ça et on va avoir ce document ici, là. Donc, déjà, on peut voir que cet ETF, il est coté à la bourse de Londres, à la bourse allemande et à la bourse italienne. La devise de référence, c'est le dollar, c'est ce qu'on a vu. Vous avez donc ici le code ISIN, que vous pouvez copier-coller. L'objectif d'investissement, donc une gestion passive pour répliquer le S&P 500. On va pas s'attarder là-dessus. Voilà.
Donc là, vous allez avoir ce qu'on appelle la tracking error. Ici, sur la ligne du haut, vous avez les performances du fonds, donc sur un mois, un trimestre, depuis le début de l'année, sur un an, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, et depuis le lancement. Alors sur 10 ans, vous n'avez pas, puisque en fait, l'ETF n'a pas 10 ans. Et vous avez les performances en dessous de l'indice de référence. Donc vous allez pouvoir voir s'il y a une différence entre l'indice et l'ETF, ou si l'ETF fait bien son boulot, et s'il réplique fidèlement cet indice. Donc on voit que sur un mois, bah écoutez, on est bien, hein, moins 0,70 pour l'ETF, moins 0,70 également pour l'indice de référence. Sur le trimestre, on voit que même l'ETF surperforme légèrement le fonds, puisque l'indice de référence est à moins 7,59%, pendant que le fonds, lui, a fait moins 7,56%, donc un petit peu mieux. Depuis le début de l'année, bah c'est la même chose. L'indice de référence, il a fait moins 5,04% et l'ETF, il a fait moins 5%. Sur un an, on a toujours une surperformance du fonds puisqu'il a fait 11,79% de bénéfices, tandis que l'indice a fait 11,64%. Et sur 3 ans et 5 ans, c'est la même chose. Donc là, vous avez même un ETF qui surperforme légèrement son indice de référence. Et ça, c'est souvent lié au fait que c'est souvent les ETF qui ont une réplication synthétique qui parviennent à le faire. Mais là, vous voyez, celui-ci a une réplication physique et malgré les frais, même s'ils sont très faibles que vous allez payer, et ben l'ETF arrive à surperformer légèrement son indice de référence. Alors, bien évidemment, c'est très léger. Hein. Vous voyez, sur 5 ans, le fonds fait 15,28 pendant que l'indice fait 15,08, hein, donc c'est 0,2%. Hein, c'est loin d'être faramineux ou quoi que ce soit. C'est pas ce qui va vous changer la vie, mais c'est quand même important de le noter. Et donc on voit que l'ETF colle très bien à la performance de son indice. Il le surperforme légèrement, mais c'est vraiment très peu. Donc on a une tracking error qui est relativement faible. Et donc pour moi, c'est rassurant. Il a de l'ancienneté et il n'a jamais réellement décroché de son indice. Pour vous donner une idée, il y a sur certains ETF, si vous pouvez avoir ici à 3 ans, par exemple même à 5 ans, vous pouvez avoir des bonnes performances et potentiellement à 10 ans, l'indice peut avoir fait par exemple, j'en sais rien, sur 10 ans 30%, on va dire, et l'ETF par exemple 25%. Et là, vous vous dites quand même 5% d'écart, ça commence à faire vraiment beaucoup pour un ETF qui est censé répliquer la performance d'un indice. Donc là, pour moi, ça, ce serait un red flag et j'irai chercher un autre ETF. Donc ensuite, sur la fact sheet, pour moi, c'était vraiment ce qui était le plus important. Hein. Ça, vraiment, vous pouvez aller voir un petit peu en dessous, donc les performances sur 12 mois. Donc vous voyez, performance du fonds après frais. En 2021, 45,56, pendant que l'indice de référence a fait 45,25. Sur 2022, moins 0,05, pendant que l'indice de référence a fait du moins 0,21. Donc vous voyez, on est relativement proche à chaque fois et l'indice et l'ETF pardon surperforme tout le temps son indice. Donc c'est plutôt rassurant. Vous avez ensuite les caractéristiques du fonds, donc le nombre d'actions en portefeuille, la capitalisation boursière médiane, le PER, le ratio cours sur bénéfice. Vous avez ensuite d'autres indices financiers comme le ratio cours sur valeur comptable, le rendement des fonds propres, le fameux return on equity, le taux de croissance des bénéfices, le taux de rotation, le rendement des actions, donc les dividendes moyens. Donc voilà, vous avez les 10 principaux titres qui composent donc l'indice et donc forcément l'ETF. L'exposition pondérée, donc vous voyez qu'on voit que sur le S&P 500, la technologie représente quand même 30% de l'indice au total, les services financiers 14%, et petit à petit, vous avez donc les valeurs qui baissent jusqu'aux matériaux qui représentent uniquement 2% de l'indice. Vous avez ensuite la répartition des marchés, ben là on est 100% aux États-Unis, bien évidemment, on est sur le S&P 500. Hein. Et ensuite, vous avez voilà des informations complémentaires. Et voilà, donc ce qui est important à regarder, je reprends. Hein. Donc vous avez à chaque fois l'ancienneté du fonds. Pour moi, ça c'est le plus important parce que plus il est ancien, plus vous allez avoir des données à analyser, plus vous allez pouvoir vérifier s'il y a eu de la tracking error par le passé. La taille du fonds, parce que plus il a d'encours sous gestion, plus ça veut dire qu'il est liquide, et plus aussi ça veut dire qu'il y a des gens qui l'utilisent et donc potentiellement qu'il est sûr. Les frais, très important. Même si, encore une fois, si vous avez un qui est à 0,03 et un autre qui est à 0,07, faut pas en faire tout un fromage et prendre potentiellement celui qui est le moins cher. Par contre, c'est sûr que si vous en avez un qui est à 0,03 ou 0,05 et que vous en avez un autre qui est à 0,30, là, par contre, effectivement, ça va commencer à être un critère qui va être important.
Mais il ne faut pas tout baser non plus là-dessus sur les frais. Donc ensuite, vous allez avoir les frais, comme je vous ai dit. Et ensuite, du coup, vous allez télécharger la fact sheet et vous allez aller pouvoir regarder la tracking error et donc voir si le fond colle bien à la performance de son indice ou voir même s'il le surperforme un petit peu sur le long terme. Voilà, donc pour moi, ce sont vraiment les critères les plus importants à regarder lorsque vous devez choisir un ETF. Bien évidemment, et je vous l'ai dit en début de vidéo, en fonction de votre profil d'investisseur et en fonction de vos critères d'investissement, vous pouvez rajouter plusieurs autres types d'indicateurs qui peuvent vous paraître importants. Vous pouvez peut-être en enlever parmi ceux que moi j'ai mis parce que vous pouvez peut-être vous dire que, je sais pas, la tracking error ça vous intéresse pas ou les frais ça vous intéresse pas. Bon, par exemple, hein, c'est des exemples, mais moi, j'ai préféré vous faire une vidéo pour vous montrer justement quels sont les indicateurs qui, pour moi, sont importants. Vous, de votre côté, vous pouvez ensuite faire vos recherches en fonction de vos profils d'investisseurs et vous dire, ben voilà, tel indicateur, pour moi, ça me paraît aussi important. Et du coup, les rajouter à votre liste de critères importants et à ceux que moi j'ai déjà traités pour qu'ensuite vous puissiez vraiment choisir quels sont les meilleurs ETF pour vous. Et par exemple, peut-être que si vous voulez vraiment pas prendre de risques et que vous vous dites, moi j'ai peur quand même de la variation des devises, ben, vous pouvez prendre des fonds uniquement qui sont couverts par rapport à la variation des devises, ça vous apportera une sécurité supplémentaire, ce genre de choses. Pour moi, c'est pas des choses qui sont importantes, donc c'est pas des critères que j'ai mis en avant sur cette vidéo. Mais voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, qu'il puisse la regarder, en prendre connaissance. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quels sont les critères importants selon vous pour choisir un ETF et quel est le critère même principal que vous regardez. N'hésitez pas à me mettre des j'aime, à me mettre des commentaires aussi sous les vidéos pour l'algorithme YouTube, c'est important. Ça aidera à mettre mes vidéos en avant. Aujourd'hui, je suis une très très petite chaîne, j'ai commencé il y a quelques mois, j'ai très très peu d'abonnés. Et je vous avoue que les débuts sur YouTube sont extrêmement difficiles. Donc, si vous appréciez mon travail, si vous appréciez le contenu que je vous partage, sachez que j'y passe quand même pas mal de temps. Donc, un petit like, un petit commentaire, c'est tout ce que je vous demande. C'est gratuit et ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, j'espère que je vous retrouverai sur une prochaine vidéo pour pouvoir vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!